commencer, on va vous faire un petit rappel pour ceux qui ne sont pas trop initiés au monde de la French Tech et des startups. Donc le mouvement de la French Tech, comme vous l'aurez un petit peu compris, donc c'est un mouvement qui a été donc initié et porté par Emmanuel Macron et dont l'objectif est de favoriser l'émergence de projets innovants, donc de startups, et de fédérer l'écosystème sur le territoire national, mais aussi sur tous les pays où elles sont implantées. Et donc aujourd'hui, c'est plus d'une centaine de French Tech qui sont labellisés au travers le monde sous forme de communauté et de capital. Et donc c'est vrai que tout ce milieu d'innovation, de tech, le numérique possède un petit peu son propre jargon. On parle de start-up, on parle de licorne, d'incubation, d'accélération. Donc on peut passer un peu des fois pour des originaux. Et on va vous montrer une petite vidéo qui va vous montrer un petit peu la vision qu'ont les Calédoniens justement de cet écosystème. Alors, est-ce que tu sais ce que c'est une start-up? Une start-up, eh ben, non, je sais pas du tout. La start-up? Qu'est-ce que c'est la start-up? La définition, je sais pas c'est quoi la start-up. C'est sur Internet, hein? Tu sais ce que c'est une start-up? Non, madame. Des startups, c'est une société qui se montre très vite et qui mange bien en général. Oui, c'est une société qui démarre. Mais sur le marché, il y a un nouveau produit peut-être. C'est comme une petite entreprise, c'est ça? Ouais. Sauf que ils sont dans des bureaux et puis... Une start-up, oui, c'est une nouvelle société qui va émerger. Attends, il y a des gens là-bas, on va les interviewer. Non. J'ai oublié. Non. Alors, une start-up, c'est une société qui vient de se mettre en place et qui commence avec peut-être des nouveaux projets, d'innovation, et voilà. C'est une start-up, non? Ouais, je dirais une start-up, genre moi je vois ça comme une toute petite entreprise qui est en train de se lancer, un petit truc comme ça. Bref, je sais pas, qu'est-ce que t'en dis? Merci. Bon, je viens de terminer d'interviewer les Calédoniens et la plupart ne savent pas ce que c'est une start-up. Donc, plus clairement, est-ce que vous pouvez nous expliquer ce que c'est une start-up? Alors, effectivement, comme vous l'avez vu, c'est pas tout à fait clair pour tout le monde. Donc, on voulait un tout petit peu passer juste 2 minutes pour vous expliquer qu'est-ce qu'une start-up. Je pense que dans la salle, il y en a qui savent parfaitement ce que c'est. Mais on se disait que vu qu'on va parler pendant 2 jours de start-up, de tech, de licorne, que sais-je, c'était bien de juste resituer un tout petit peu le contexte pour qu'on soit tous au même niveau d'information. Alors à la fois, la start-up, il n'y a pas une définition officielle dans le dictionnaire, hein, il y a plusieurs définitions. On vous a mis un peu scolairement à la définition qui fait le plus consensus dans le monde, une définition de Steve Blank, qui dit qu'une start-up, c'est une organisation temporaire à la recherche d'un business model scalable, donc c'est-à-dire adaptable à grande échelle, répétable et profitable. Donc ce qu'il faut en retenir, notamment cette notion de temporaire, c'est qu'une start-up, c'est dans l'innovation, c'est-à-dire qu'elle va innover, elle est peut-être sur un nouveau marché, de nouveaux clients, elle ne sait pas, non pas qu'elle ne sait pas trop où elle va, elle a une idée, elle a une vision, mais elle ne sait pas encore si ça va marcher. Du coup, elle va tester un modèle économique, elle va tester son marché, elle va se tromper, pivoter, et donc tout ça, ça demande pas mal d'efforts, notamment financiers, puisque quand vous allez voir une banque, vous lui dites j'ai une super idée de projet, je suis sûre que ça va marcher, mais en fait ça n'existe pas encore, donc donnez-moi de l'argent, ça va être un peu compliqué. C'est pour ça qu'on parle beaucoup de levée de fonds dans le monde des startups, parce qu'il faut aller chercher des fonds, des fonds qui ne sont pas classiques.
pour financer cet effort et aller tester faire ce qu'on appelle la preuve de concept, aller tester son service ou son produit. Voilà un peu pour vous resituer le milieu des startups. On vous a refait un petit schéma, pareil, hein, l'idée c'est pas de vous faire un cours magistral, mais juste pour resituer un petit peu l'innovation. Qu'est-ce que l'innovation? On l'a fait un petit peu dans cet ordre-là. Hein. L'innovation, on a l'innovation incrémentale, adjacente, rupture, radicale. Ça va un peu de l'innovation la plus incrémentale, c'est-à-dire qu'on a, là vous voyez, une voiture, et puis au fur et à mesure des années, on a amélioré les voitures, on fait des innovations sur les voitures, de design, de technologie, et donc petit à petit on les améliore. L'innovation adjacente, on vous a mis le post-it, une vieille innovation, on dit le post-it, on connaît le post-it, mais en fait à l'époque ça n'existait pas. C'est quelqu'un qui s'est dit, tiens, je mets toujours des petits papiers dans mes livres pour retrouver ma page, mais ça tombe, ça m'énerve. Et donc il a pris en fait de la colle qui existait déjà, qui colle et qu'on peut enlever, et il l'a mis sur son papier, il a créé le post-it. Ça paraît tout bête, mais voilà, à l'époque c'était une innovation adjacente, parce qu'en soi c'est pas hyper innovant au niveau technologique, hein. La colle ça existait, le papier ça existait, mais il a utilisé la colle de quelque chose pour mettre sur un papier et créer un nouveau produit. L'innovation de rupture, là on est un peu plus loin, c'est-à-dire que le téléphone, on était au téléphone fixe et qu'il y a eu le téléphone portable, ça a créé une rupture parce que la façon de communiquer a totalement changé. Et l'innovation radicale, je vous ai mis un exemple d'Ulule, c'est-à-dire que là on crée un besoin, ça n'existait pas. Et là on est totalement on est vraiment à l'extrême de l'innovation. Pour exemple, Ulule, c'est une plateforme on va pouvoir faire des dons, financer des projets. Mais avant que ça n'existait pas, ça veut dire qu'on ne pouvait pas donner facilement comme ça une organisation de l'argent de cette manière. Et grâce à cette innovation, ça a créé un tout nouveau marché. Donc rapidement encore, on voulait aussi resituer l'innovation parce que c'est vrai qu'on va toujours dire l'innovation c'est la Silicon Valley, c'est les GAFAM, Facebook, etc. Il y a l'innovation technologique, c'est un point d'innovation, mais pas que. On a l'innovation marketing, commerciale, on a l'innovation de produits, de l'innovation sociale, c'est important aussi, l'innovation de procédés, d'organisation et de modèles d'affaires. Tout ça pour vous dire que l'innovation, elle peut être partout et elle n'est pas technologique. Pour finir un peu sur cette séquence, donc qui innove? Alors n'importe qui peut innover, hein, le particulier il a une idée, il va voir un incubateur, il essaye de la développer. Une entreprise déjà en place, on a des entreprises qui ont plusieurs dizaines d'années, mais qui continuent dans un processus d'innovation sur leurs produits, sur leurs services. Et évidemment, les organismes de recherche et d'agro-recherche qui innovent aussi à leur niveau. Donc quand on va vous parler de start-up pendant 2 jours, on a vraiment, les start-up, ça va être celle qui est au stade de, comme on dit, d'idéation, elle a une idée, il y a un marché potentiel, mais elle doit encore tout faire, elle doit faire la preuve de concept, elle doit avancer. Donc on a celles ensuite qui sont à l'accélération, et puis celles qui sont à l'expansion internationale, qui ont testé leur marché, ça fonctionne. Et il faut qu'elles aillent après aller chercher des marchés internationaux. Également, on vous a mis cette petite image, les prochains leaders mondiaux ne sont pas qu'à Paris, pour dire que n'importe qui peut innover, on a l'innovation partout, ici en Calédonie on l'a vu, l'innovation à Nouméa, dans les îles, dans le Nord, mais que... on va vous le resituer après, c'est grâce au fait qu'on a un écosystème à proximité des gens qui peuvent nous aider qu'on va pouvoir justement avoir tous les outils pour lancer son innovation. Qu'est-ce que la French Tech Nouvelle-Calédonie? Donc actuellement, on est en une cinquantaine de startups, on peut même aller jusqu'à 70 en comptant les idéations. On est aussi représenté avec 30 partenaires et contributeurs, des contributeurs moraux et des contributeurs financiers qui sont présents dans la salle aussi. Tout l'écosystème qu'il y a autour, on l'abordera un peu après, mais on a tout un écosystème qui permet de dynamiser, d'accompagner et d'accélérer les innovations sur le territoire. Et on a un gros soutien de la mission French Tech France qui lance des appels à projets inclusifs, sociétaux et environnementaux. C'est vraiment les objectifs de la mission French Tech qui nous retranscrivent et qu'on doit mettre en place sur le territoire. Chaque territoire, effectivement, doit mettre ces thématiques en avant et faire en sorte qu'on respecte toutes ces démarches, on va dire RSE, économie sociale et solidaire aussi.
Comme je le disais, l'environnement, l'économie et le social sont vraiment le leitmotiv de la mission French Tech. Donc dynamiser l'écosystème, la tech, l'innovation, c'est quelque chose qui est très important, surtout en Nouvelle-Calédonie. Comme l'ont dit tout à l'heure nos élus, c'est construire l'économie de demain. Donc c'est important d'investir dans l'innovation, c'est important d'investir dans la tech, c'est important de favoriser l'émergence de nouveaux systèmes, de nouvelles idées et accompagner de l'idéation jusqu'à la levée de fonds. On le verra aussi un peu plus tard. Pour donner des exemples de start-up en Nouvelle-Calédonie, au niveau innovation incrémentale, comme vous le disiez Aurore, on a effectivement Goponic, qui est une start-up, alors plutôt entreprise innovante qui maintient l'innovation dans son modèle de business, qui développe sans arrêt de nouvelles idées. Ensuite, en innovation adjacente, on a Neofly, qui développe des solutions de nourriture en aquaculture avec des insectes. Ensuite, en innovation de rupture, on a AEL avec Toé, qui est un drone sous-marin qui fait des analyses de l'eau avec ses polluants. Et en innovation radicale, vous avez une start-up qui est en train de développer un logiciel ou une application d'intelligence artificielle qui compte les poissons. On pourrait trouver cette application complètement banale, mais à l'heure d'aujourd'hui, ça se fait à la main avec un fichier Excel et sur un écran, et il n'y a personne qui est capable de le compter artificiellement. L'écosystème de l'innovation en Nouvelle-Calédonie, donc on le voit très bien, on est bien accompagné par les collectivités, les 3 provinces, le gouvernement. Le gouvernement qui a lancé aussi le label Tech for Good dont vous a parlé Christopher tout à l'heure, et c'est vraiment montrer qu'on a un appui public, mais au-delà de ça, on a aussi des appuis complètement privés ou semi-privés. On a de l'accompagnement par le pôle innovation, OOTech, on a la station N qui est un tiers-lieu, on a les chambres consulaires, les organisations, donc la CPME, la CCI, le MEDEF. Toute la partie recherche et expérimentation avec l'IRD, je vais me tourner de ce côté, ça sera plus simple. L'IAC, la DECAL, l'université. Au niveau financement, BPI France est très présent sur la Nouvelle-Calédonie, son bureau est à Nouméa. Invest et Pacifique qui est présent dans la salle aussi, qui a un nouveau bureau à Nouméa. Merci. L'ADI, Initiative NC, qui permet de préparer les petits financements pour les idées et peut aller quelquefois sur des grosses aides même, je dirais, pour lancer des projets. Et effectivement, les clusters qui ne sont pas forcément membres de la French Tech Nouvelle-Calédonie, mais font quand même partie de l'écosystème. Il faut dire quand même que les clusters regroupent toutes les branches et tous les secteurs de l'économie. Je vais laisser la parole à Tony. Donc on a parlé un petit peu de l'écosystème et on a déjà aussi parlé du label donc Tech for Good. Donc aujourd'hui, la French Tech s'inscrit aussi également donc dans ce mouvement qui est donc un mouvement mondial pour faire de la technologie un levier en faveur donc du bien-être social de l'humain et de l'environnement. Ça répond aussi à des critères donc de développement durable de l'ONU. Et donc d'où cet événement aussi pour mettre en lumière donc les projets innovants en faveur de ces axes. Donc les missions, donc la French Tech Nouvelle-Calédonie, donc comme toutes les communautés, hein, c'est de fédérer la communauté donc des startups et de l'écosystème que Franck vient de nous présenter. Mais c'est aussi de créer du lien entre nos communautés et on est ravis du coup pour ce summit d'accueillir les French Tech donc de la Polynésie, de Nouvelle-Zélande et d'Australie qui sont ici présentes. Et ensuite, la French Tech, c'est aussi le déploiement donc de programmes de la mission French Tech, donc qui sont des programmes d'État. Et je vais vous présenter un petit peu ceux qu'on a déjà déployés sur le territoire. Donc on a déjà déployé le programme French Tech Tremplin, qui est un dispositif donc d'aide pour amorcer des projets éloignés géographiquement.
On a le dispositif French Tech Central qui permet donc de déployer un guichet unique pour orienter les startups en fonction de leurs besoins vers l'écosystème. On a le French Tech Community Fund qui est une aide de financement pour les communautés, pour favoriser et créer une dynamique et pouvoir créer des initiatives comme des appels à projets et des événements comme celui-ci. Et enfin, on a aussi déployé donc le French Tech Rise, qui est là un dispositif donc de sélection de start-up pour participer à un événement à Paris dédié aux levées de fonds avec des fonds d'investissement en capital risque. On a d'ailleurs une start-up qui est actuellement à Paris pour justement participer au French Tech Rise. Donc on lui souhaite bon courage et un bon succès de réussite. Voilà. Donc, pour finir, il existe bien d'autres programmes de la mission French Tech. Aujourd'hui, ça fait 2 ans qu'on déploie donc, ces 4 programmes-là et on espère pouvoir continuer et déployer d'autres programmes sur le territoire. Merci Tony. Pour illustrer la position centrale de la Nouvelle-Calédonie au sein du Pacifique Sud, on va faire un petit rappel sur la start-up Testéum, qui est quand même une particularité, qui a une double insularité avec la Polynésie et la Nouvelle-Calédonie. Et Testéum est donc à Paris le 2 pour faire une levée de fonds. Et clairement, c'est le reflet de la coopération et de la collaboration qu'on est en train de mettre en place avec les différentes French Tech du Pacifique Sud. La position centrale de la Nouvelle-Calédonie, comme l'a dit tout à l'heure Madame la Présidente Sonia Backes, on a une position centrale géographique et géopolitique dans l'axe Indo-Pacifique. C'est quand même pas négligeable. C'est là ce que j'expliquais tout à l'heure, c'est qu'on a besoin d'être ensemble pour aller chercher des marchés en dehors de cette zone, en dehors du marché actuel, local, régional, et ensuite aller vers l'international. Ça passe vraiment par une coopération globale, sachant que notre zone de chalandise, si j'appuie, c'est mieux. Notre zone de chalandise se situe autour de nous, 33 millions d'habitants en Australie, 5 millions en Nouvelle-Zélande, 12,5 millions d'habitants dans les petites îles du Pacifique. C'est notre zone primaire de marché, même si le marché local reste le marché local. La zone primaire de marché, ce sont les 50 millions de clients autour de nous. Et après, il faut qu'on aille ensemble, par une coopération régionale, aller chercher d'autres marchés internationaux, dynamiser, tous ensemble, dynamiser par nos politiciens, dynamisés par nos sociétés d'accompagnement, nos systèmes. Et il faut le faire ensemble. Excusez-moi, j'ai perdu mon fil. On vous a brossé un petit peu dans les grandes lignes le tableau de qu'est-ce que la French Tech, qu'est-ce que la French Tech Nouvelle-Calédonie, pour rappeler un peu donc pourquoi nous soutenir, pourquoi faire ce type d'événement pour nous mettre un petit peu en vitrine, en lumière. Donc l'innovation, c'est vraiment un levier de développement économique, ça paraît évident peut-être pour certains, mais c'est important de le rappeler. Pour nous, c'est aussi être pionnier sur des nouveaux secteurs. Voilà, on a l'insularité, on a des particularités, et on pense qu'on peut être exemplaire, pionnier sur des innovations ici et les exporter sur d'autres îles du Pacifique et aussi à l'international. Donc c'est important, la French Tech, vous l'avez compris, c'est un label, c'est une marque. L'idée, c'est vraiment de mettre en lumière ce savoir-faire et c'est d'utiliser cette marque pour mettre en lumière le savoir-faire aussi calédonien avec nos amis de la région Pacifique. Dans la compétition mondiale, on l'a très bien rappelé tout à l'heure. Avant de vous faire, alors là on en a un petit peu fini, pour vous rappeler un petit peu le programme. Donc justement, vous aurez tout à l'heure un pitch de certaines startups dans la matinée. On aura aussi des interviews filmées qui vous seront faites, notamment un start-upper qui vient de Calédonie mais qui a eu du succès ailleurs et qui nous a fait une vidéo spécialement pour nous faire part de sa success story. C'est très très intéressant. On aura demain après-midi notamment vraiment un zoom sur
sur nos filières d'excellence. Là, on peut vraiment se démarquer. Et puis des workshops aussi demain matin en petit comité avec notre communauté start-upers pour continuer à écrire la feuille de route ensemble de la French Tech Nouvelle-Calédonie. Et puis cet après-midi, Inès Léonard-Duzy, qui est comme une conférencière d'exception, qui nous fera une conférence cet après-midi. Vu qu'on a un peu de temps, je me permets de savoir si certains peut-être ont des questions sur toute notre présentation. Alors je m'approche du public et le temps que vous vous chauffez sur une question, parce que c'est leur moment, c'est le moment où vous avez l'équipe French Tech sur scène, donc il ne faudra pas hésiter. Je vais m'approcher de Eioa, si je le prononce bien. Merci. Il faut que je roule le R. Donc Eioa, qui est présidente de la French Tech de Polynésie française. Un grand merci d'être là avec nous. C'est un honneur, donc je te donne le micro. Merci à toi parce que tu es une super animatrice, vraiment. Non. Moi, j'avais une question parce que nous, on est intéressés par rapport au French Tech Central. Comment concrètement vous l'avez déployé sur le territoire? Tout de suite, les questions techniques. Alors, c'est vraiment une question piège parce qu'en fait, on ne l'a pas encore déployé. On a tous les éléments. Donc, on a l'appel à projet qui a permis de préparer l'appel à projet central, sauf qu'on a raté la date. Et il se trouve que nos anciens présidents n'ont pas eu l'occasion d'y répondre. Donc, on a monté le dossier, il est prêt. On attend la prochaine étape de sortie de l'appel à projet et on répondra. Sachant que on a déjà le guichet unique, on a déjà le logiciel de prise de rendez-vous, on a déjà le lieu totem. À partir de là, on est déjà vraiment prêt, c'est-à-dire qu'on le pose et c'est fini, c'est réglé, on est central. Donc, on attend vraiment d'avoir l'officialisation par la mission French Tech de nous donner cette ouverture d'appel à projet. Merci, Yora. Eh bien, je crois que nous avons un autre représentant de la French Tech, mais cette fois-ci de la Nouvelle-Zélande, avec Claude Michel, qui est là, donc il va poser une question. Merci Claude, French Tech Nouvelle-Zélande. On est ravis d'être ici. Je suis ici avec mon collègue président Franck Ridon et moi-même vice-président. Ma question était, donc vous avez présenté plusieurs programmes et votre volonté de se regrouper en tant que communauté du Pacifique pour adresser d'autres marchés dans le futur. Et je voulais savoir pour vous, concrètement, à quoi ça pourrait ressembler et dans quelle serait votre approche là-dessus et quelle est votre vision sur ce sujet. Je vais laisser un de nos deux coprésidents répondre. Je voulais juste en profiter pour dire que je pense que cet événement est vraiment le marqueur du début pour nous. C'est la première fois qu'on a les 4 communautés French Tech qui sont les plus proches de nous, qui sont réunies au même endroit. Donc c'est déjà une bonne première étape. Merci Claude. Je crois que tu es venu avec un document qu'on va tous signer, un MOU. L'idée, c'est vraiment de se mettre d'accord sur la façon de travailler ensemble. Pour répondre simplement, clairement, nous on a fait il y a un mois un déplacement en Polynésie, on a été accueillis. Personnellement, pour moi, c'était la première fois que je faisais ce déplacement, mais il y a d'autres déplacements qui sont déjà prévus. On a la Nouvelle-Zélande, a priori en Australie, vous avez aussi des salons ou des rencontres qui peuvent être très intéressantes. Et ensuite, il y a certainement aussi des salons à aller chercher en France où il faut représenter la communauté du Pacifique Sud, où je pense qu'il faut qu'on s'affiche, qu'on n'ait pas honte. On est très éloigné, on est à 22 000, 17 000, 19 000 km. On a chacun des positions à 4-5 000 km, puisqu'il y en a certains en Australie qui sont au niveau d'Adélaïde. Et clairement, prévoir des déplacements sur le futur ensemble, c'est hyper important pour montrer qu'on n'a pas à rougir de notre situation géographique et qu'on est tout à fait capable de concurrencer certains marchés, certaines startups, qu'on a de bonnes idées. Si on arrive vraiment à se mettre ensemble pour aller sur des gros déplacements, 3-4 startups de chaque communauté, ça fait une belle communauté de 12 startups. Et je pense qu'on peut montrer le savoir-faire, montrer l'ambition de notre région. Je ne sais pas si j'ai répondu à ta question, mais en tout cas, c'est ce qu'il faudra qu'on fasse. T'as pas parlé des apéros? Si? Il y a des apéros quand même entre French Tech écosystème. Alors oui, effectivement, on a fait un petit apéro sans alcool, c'était bien agréable et du coup ça a permis de faire des pitchs. On a fait un petit icebreaker parce que c'est quand même un mot-clé qu'il faut dire dans
Icebreaker. dans un discours. Et clairement, ce genre de rencontre où chacun a pu présenter sa start-up ou même tout simplement sa communauté French Tech, ça a permis vraiment de tisser des liens. Ça a permis aussi de dédramatiser la chose. Hein. On est tous des humains et à partir de là, on passe tous par les mêmes étapes, toutes les mêmes problématiques. Et clairement, c'était vraiment une bonne chose de pouvoir se rencontrer. Donc pourquoi pas faire d'autres icebreakers ou meet-up ou apéro et se rencontrer sur votre territoire ou sur le territoire de la Nouvelle-Zélande ou de l'Australie, on va voir. Bravo Franck. Donc pour fédérer, moi j'ai entendu accueillir, j'ai entendu fédérer, j'ai entendu apéro, je pense qu'il ne faut pas l'oublier quand même, je l'ai rajouté, pour effectivement tisser les liens et être plus fort quand vous partez sur des salons et des représentations. Christopher. Je crois que Franck n'a pas été assez précis. Est-ce que vous allez signer cette semaine? Est-ce que vous avez parlé d'un MOU, mais... c'est quoi un MOU? Parce que ça y est, on commence avec les acronymes. Toutes les French Tech qui sont là, autant en profiter. Si vous n'allez pas être là ensemble tout le temps. Maintenant, on peut voyager, donc c'est bien, mais... Donc c'est un accord, c'est que ça, of understanding. A memory of understanding. Donc, allez-vous signer ce Memorandum of Understanding, qui est donc un accord de travail? Oui, monsieur le membre du gouvernement, nous allons signer ce MOU. Et pourquoi pas dès cet après-midi, hein, mais vraiment, voilà. L'idée, c'est... En fait, on l'avait écrit sur le programme, c'était écrit en tout petit en bas à droite. Pas beaucoup de gens l'ont vu, mais nous, on avait ça en tête. Et sincèrement, la venue de la Nouvelle-Zélande, la venue de l'Australie, c'est une aubaine. La Polynésie, bon, on savait qu'ils allaient venir, mais on ne savait pas à combien. Et là, ça va être vraiment l'occasion d'inscrire dans le marbre cette collaboration. Bravo. Y a-t-il d'autres questions? Ah, il y a une question. Ah ben voilà, French Tech Australie, on a besoin de les voir. Donc Marion, merci de prendre la parole. Tu es donc bonjour Marion de la French Tech Australie. French Tech Australie, basée à Adélaïde. Moi, je voulais vous poser la question comment s'est développée la communauté en Nouvelle-Calédonie? Comment est-ce que ça a commencé? Est-ce que vous pouvez nous raconter votre petite histoire? Alors personnellement, moi j'étais pas là dès le départ, mais je connais un petit bout de l'histoire. Ça a commencé, je crois, donc avec moi de souvenir, c'était César, hein, l'ancien président de la French Tech Nouvelle-Calédonie, qui avait poussé ça avec du coup le gouvernement de la Calédonie, quelques partenaires aussi. Donc il y avait une petite poignée donc de partenaires et de start-up qui s'étaient réunis, puis qui du coup ont déposé donc le dossier de labellisation. C'était donc en 2020. Et on a été labellisé en juillet, je crois, 2020. Et donc ça s'est fait comme ça. On s'est organisé sous forme de consortium et ensuite sous forme d'association. Et on est structuré sous la forme d'un board, donc un board constitué essentiellement donc à 100% pour l'instant de start-up. Et on a sur notre planche de travail, sur notre feuille de route justement pour début de l'année prochaine, donc pour la rentrée donc de la French Tech Nouvelle-Calédonie, de remettre à plat un petit peu notre organisation et nos structures avec justement l'élection d'un nouveau bureau et puis de se structurer un petit peu pour la suite. Si tu veux compléter, Franck. Pour rendre à César ce qui appartient à César, il y a quand même des choses importantes. C'est qu'en fait, on a plusieurs personnes qui sont revenues de métropole ou qui sont parties en métropole avec certaines idées, dont le papa de Tony, qui est revenu avec une idée et qui l'a proposée. On a aussi nos élus qui sont allés en métropole, ils sont revenus avec cette idée. Et clairement, c'est une volonté, et c'est là qu'on voit l'association publique-privée, où des entrepreneurs sont allés chercher cette idée d'aller proposer une labellisation à la Nouvelle-Calédonie, des politiques qui sont partis chercher aussi, qui ont pris l'information. Et clairement, c'était une volonté de tout le monde, de l'écosystème. C'est pour ça que je parle vraiment d'écosystème et de cohésion globale, parce que on l'a fait ensemble. On était 18 dans le board de création de la labellisation. On s'est retrouvé à 12. On a eu la labellisation et ensuite on a tous démissionné.
on a fait des élections et on a recommencé un nouveau board avec un conseil de surveillance. Et vraiment, ça a été fait d'un commun accord. Il y en a certains qui sont encore là, qui sont présents. J'ai vu Pierre tout à l'heure, qui était, d'ailleurs il est juste caché derrière, il était à l'initiative de la création de la Nouvelle-Calédonie et clairement c'était vraiment une émulsion collective. Pour compléter, alors ça c'est pas pour répondre à Marion qui connaît bien le fonctionnement de la labellisation aussi, mais c'est quand on va déposer un dossier de labellisation, une communauté French Tech qui va être labellisée, elle doit aller chercher des lettres de soutien de tout un tas de partenaires, d'incubateurs, d'universités, d'entreprises, de collectivités, et ça c'est voilà, sans ça on ne peut pas être une communauté labellisée, donc c'est aussi grâce à tous nos soutiens qu'on est labellisé aujourd'hui, il faut le dire. Merci. Y a-t-il une dernière question? Allez, une dernière question de la part de Hervé. Il est où mon micro? Il est dans ma main. Merci. En fait, c'est pas vraiment une question, c'est juste que... Alors, présente-toi, s'il te plaît, Hervé. Ok, alors, qui es-tu? Donc, Hervé, je suis responsable projet de la French Tech. Franck me demande de me lever, donc je me lève. Voilà, je voulais juste qu'on n'oublie pas le pôle innovation qui a été extrêmement moteur dans cette démarche. Voilà. Le pôle innovation. Tout à fait. Pour rebondir sur Hervé, effectivement, l'incubateur du pôle innovation en 2014, créé en 2014, c'était le premier incubateur du territoire et c'était un peu le premier marqueur du début de l'expansion du sujet de l'innovation en Calédonie. Merci beaucoup à tous les trois. Je pense que je vais vous... Alors, je ne vais pas prendre de nouvelles questions. Finalement, pour résumer, la French Tech Nouvelle-Calédonie est assez jeune. 2 années, c'est ça, d'existence, 3 années. Le label French Tech, lui, il a été lancé, créé en métropole en 2015. Donc on voit que finalement, la Calédonie a pris le coche, pas trop tard non plus. Et donc on comprend bien, merci beaucoup, ce qui vous anime, vos missions de fédération, de vitrine aussi pour les entreprises calédoniennes. Et cette envie, en fait, de travailler en communauté, au-delà des frontières, pour élargir le marché et créer des partenariats efficaces. Un grand merci à tous les trois. Vous restez avec nous ces 2 jours. Je vais vous inviter à rejoindre un siège de l'autre côté. Et sans plus attendre, nous allons effectivement continuer à voir en fait l'importance de cet esprit communautaire à travers un des partenaires et un membre de cet écosystème qui est l'ADIE, avec le réseau en fait Initiative France. Et il y a quelques semaines de ça, le président d'Initiative France était en Nouvelle-Calédonie et grâce à Eugénie Kerlot qui est là-bas, qui est la personne qui a tout organisé ici et qui a demandé à Monsieur Pépi de bien vouloir réaliser une petite vidéo pour cette journée. Donc sans plus attendre, nous allons lancer Guillaume Pépi qui a un petit mot à nous dire au nom de Initiative France. L'enjeu est toujours le même, c'est de transformer des idées innovantes en des réussites entrepreneuriales. Et la règle, c'est qu'il n'y a pas de règle. C'est du cas par cas, c'est de l'orfèvrerie. Tantôt, on a besoin d'aller très très vite parce qu'il faut être les premiers sur le marché et que les levées de fonds s'enchaînent. Au contraire, dans un certain nombre de cas, on a besoin de temps, il faut financer une période qui est une période de test, qui est une période d'homologation, d'approbation. Et puis enfin, il y a des cas aussi où on est dans une phase scale-up, où il faut en réalité faire le développement commercial, et ce développement commercial, là, il faut aller à toute vitesse, parce que c'est le succès de l'entreprise qui en dépend. Dans tous les cas, nos prêts d'honneur, ils peuvent aller jusqu'à 6 millions de francs CFP, et ils sont un déclencheur du prêt bancaire. Et donc ça facilite le prêt bancaire. Et l'autre caractéristique, c'est l'expertise que nous avons, soit en interne, soit en partenariat avec des incubateurs, pour avoir un maximum d'intelligence et de compréhension, et puis un maximum de réactivité. Les startups en Nouvelle-Calédonie, ça nécessite un accompagnement particulier. Bien évidemment, il y a la dimension technologique, souvent digitale, c'est une chose. Mais là où ça pêche, c'est plutôt sur le développement commercial et sur la partie business. Parce qu'ici en Nouvelle-Calédonie, il faut être très attentif sur le marché pertinent, sur le positionnement du produit, sur sa place dans la chaîne de valeur. Et puis à la fin, il faut bien arriver
à un business plan, à un plan d'action commerciale, à un plan de trésorerie, à un retour sur investissement. Et c'est pas facile parce que le marché est relativement étroit si on le regarde aux seules frontières de la Nouvelle-Calédonie. Mais ce qui est intéressant, c'est de regarder aussi les possibilités d'export dans toute la zone Indo-Pacifique, voire même les possibilités d'export en direction de la métropole. On a des dossiers formidables où des porteurs de projets arrivent avec des solutions métiers, par exemple pour le surf ou pour le coach sportif, et ces solutions sont tellement puissantes qu'en réalité, elles vont se développer au service aussi des professionnels qui peuvent être soit en Asie-Pacifique, soit en métropole. En Nouvelle-Calédonie, l'innovation, elle a des dimensions particulières. L'insularité, la double insularité, ça pose des questions. Et donc, il faut mesurer l'innovation par rapport à deux enjeux. Le premier enjeu, c'est le territoire lui-même. Où est-ce que cette innovation va prendre corps? Et là, l'enjeu, c'est l'intégration sur le territoire. Quand on introduit un drone industriel ou de la culture aquaponique, il faut que l'écosystème qui est autour de l'entreprise soit capable d'absorber ça pour que ça soit un véritable succès. Et là, Initiative Nouvelle-Calédonie, on connaît très bien le territoire, on connaît l'activité, on connaît les personnes. On va faciliter l'intégration de l'entreprise innovante dans son écosystème. Le deuxième enjeu, c'est la RSE, la responsabilité sociale et environnementale. On n'est pas très en avance en Nouvelle-Calédonie, et ça, c'est assez embêtant. Et nous, on va pousser, à Initiative Nouvelle-Calédonie, on va pousser cette dimension pour essayer de rattraper le retard, voire même de prendre de l'avance. On a des projets innovants, par exemple sur le recyclage des papiers cartons, ou sur le recyclage du verre et du plastique, pas avec des technologies d'il y a 10 ou 20 ans, mais avec les technologies de demain, pour que la Nouvelle-Calédonie, qui a un peu un esprit pionnier, soit aussi en avance sur ces sujets-là. Il y a même un label qui s'appelle l'Initiative Remarquable et qui est là pour distinguer les projets que l'on soutient, qui sont les projets les plus remarquables, pour leur donner plus d'ampleur et faire en sorte que ces projets ne s'arrêtent pas aux frontières de la Nouvelle-Calédonie. Quand on est tous ensemble, c'est-à-dire les 215 associations du réseau, on est vraiment un acteur structurant de l'innovation. On fait 800 dossiers par an. Je pense qu'on en fera peut-être 50% ou 100% de plus d'ici quelques années. Et l'objectif, c'est aussi que dans chaque dossier que l'on examine, il y a une dimension d'innovation, par exemple une dimension RSE, une dimension digitale ou une dimension intégration dans un nouvel écosystème qui soit suffisamment puissante pour que chacune des entreprises que l'on va aider, elle ait sa singularité, elle se différencie et qu'elle soit un succès. Alors un grand merci, on le remerciera à Guillaume Pépi. Son intervention est effectivement importante parce qu'on voit qu'il existe en Calédonie des organisations là de type associative qui fonctionnent depuis quand même plusieurs années en réseau. Alors mea culpa, je me suis trompée, hein, c'est bien Initiative Nouvelle-Calédonie qui fait partie du réseau Initiative France. Et à côté, nous avons la DIE qui est aussi une autre association qui va soutenir les petites entreprises, en tout cas à avoir en fait ce qu'on appelle des prêts d'honneur et donc à avoir des conditions bancaires plus favorables pour eux. Alors, dans cette partie, en fait, qui est comment est-ce qu'on crée des dynamiques entrepreneuriales pour un rayonnement économique, nous avons demandé à un start-upper, même à un entrepreneur maintenant gérant d'entreprise de nationalité calédonienne, qui vous allez le voir, ah ouais, qu'est-ce que j'ai dit ? D'origine, excuse-moi, merci de me reprendre, calédonienne, et à qui on a demandé de nous raconter un peu son histoire. Il va nous raconter, de façon assez succincte, mais en tout cas, deux aventures entrepreneuriales qu'il a menées. Et on lui a demandé aussi de donner quelques conseils pour les entrepreneurs calédoniens. Donc je vais vous présenter effectivement Grégory Tapero, qui est gérant aujourd'hui de l'entreprise Silver. Et comme il est en métropole, il a accepté de tourner une petite vidéo pour nous aujourd'hui. Grégory Tapero, je suis serial entrepreneur et calédonien. Donc j'ai grandi en Nouvelle-Calédonie, le primaire au Vallon d'Or et ensuite à Nouméa pour le collège et le lycée. Moi j'ai toujours été fan d'ordinateurs. Dès mes 14 ans, j'ai commencé par les démonter avant de les programmer. Après le lycée, je me suis envolé en Australie, à Sydney,
pour passer ce qu'on appelle un bachelor de computer science, donc sciences de l'informatique, et j'y ai vécu pendant 5 ans. C'est là où j'ai vraiment fait mes premières armes. D'ailleurs, à l'époque, je commençais à me lancer dans les startups avec un petit site de recettes calédonien. Okay. À la fin de mon bachelor en Australie, je décide de compléter une formation donc très technique d'ingénieur avec ce qui m'aidera plus tard dans les startups, c'est-à-dire du business, de la finance et un réseau. Je m'envole donc faire un master à HEC. Aujourd'hui, j'ai 39 ans, 13 ans dans différents rôles d'engineering qui m'ont amené à travailler en France, mais aussi aux États-Unis, à San Francisco, qui est le centre des startups mondiales, à Chicago, pendant 2 ans. Parfois en tant que créateur d'entreprise, cofondateur ou ingénieur. Donc ma première expérience entrepreneuriale, c'est en sortant d'école à HEC, avec un collègue de promo, on décide de se lancer dans l'EdTech, donc l'éducation technologie. L'idée de développer une solution de tableau blanc collaboratif pour que les tuteurs et les élèves n'importe où dans le monde puissent prendre des cours en ligne. Donc à l'époque, on a été incubé 3 fois à HEC, et malgré tous ces bons conseils et une solution technique assez pertinente, on n'a vraiment pas réussi à avoir la traction suffisante d'un point de vue business, et on décide d'arrêter après 2 ans. Cette histoire, c'est aussi une histoire de résilience. Après 2 ans, on arrête le projet, la traction business n'est pas là, et on décide de partir chacun de notre côté. En très bon terme, bien sûr. La plateforme, il y a quand même un tuteur qui l'utilise et qui l'apprécie. Et pour ce tuteur, je décide de ne pas tuer le projet complètement et de le garder en survie. À côté de mon travail, je maintiens la plateforme et voire même je la réécris complètement en 2012 suite à des pressions un peu techniques. Alors, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais bon, il faut imaginer que le produit a été complètement réécrit et refait. Et cette fois, le marché de l'EdTech commence un peu à chauffer. La solution est utilisée pour donner des cours de tutorat en ligne à Taïwan, en Australie, dans des universités américaines. Moi, j'arrive à en dégager 1000, 2000 euros par mois. Et se pose la question de tout entrepreneur à un moment, est-ce que je me lance vraiment dans le projet à 100% ou je continue de garder mon travail à côté, etc. Bon, moi j'ai pas osé à l'époque. Mais tout ça pour dire que voilà, le marché se réveille, il commence à avoir une traction, et je me fais même contacter par des premiers VC, des fonds d'investissement. Pour la petite histoire à l'époque, je fais croire qu'on est 5-6, alors en fait j'étais tout seul, je crée des alias, je mets ma femme dans la boucle, enfin c'est l'histoire d'entrepreneur. En 2014, je me fais contacter par une entreprise américaine qui s'appelle Wisent et qui m'invite à passer chez eux pour présenter ma solution. Voilà. Moi à l'époque ce que je savais pas, c'est qu'ils avaient déjà fait ce qu'on appelle leur due diligence, et qu'ils avaient creusé, comparé, et d'un point de vue technique, ma solution était très intéressante pour eux, parce qu'ils proposaient en fait une place de marché où, dans n'importe quelle ville américaine, un tuteur de français ou d'autres sujets pouvait rencontrer un élève, mais vraiment c'était en physique, donc ils allaient au café, etc. etc. Là, il n'y avait pas la solution technique qui permettait de faire la même chose en ligne. Au final, ça prend 6 mois, c'est un roller coaster émotionnel, des fois on croit que le deal va le faire, des fois il se fait pas, on attend un email, une réponse, mais c'est un succès. Donc la solution de tutorat, Tutorsbox, ça s'appelait, se fait racheter dans ce qu'on appelle un acquireur, donc la technologie et moi avec, et je pars vivre 2 ans à Chicago, des super années, et la découverte en fait de la start-up américaine. Donc je vais vous parler de ma dernière expérience d'entrepreneur, qui est donc Silver. En 2020, je suis à Paris et je renoue avec un ancien collègue d'HEC, Nima Karimi. Lui-même, c'est un entrepreneur, il a créé plusieurs startups, dont une belle réussite en France. Et on décide de se pencher sur des sujets qui sont propres à tous les entrepreneurs, généralement les people avec qui on construit notre entreprise, la stratégie, qu'est-ce qu'on va faire, et le cash. Nous, on se concentre sur le cash en fondant Silver en 2020. Donc Silver est là pour aider les entreprises du numérique. Entreprises du numérique, c'est-à-dire e-commerce, SaaS, marketplace. On est là pour accélérer leur croissance en proposant des solutions de financement non dilutives. Ces compagnies, aujourd'hui, elles ont toutes de la donnée qu'elles émettent naturellement et qui est accessible par API. Par exemple, les comptes bancaires
peuvent être analysées maintenant en temps réel. Bien sûr, tout ce qui est plateforme d'ADS, Facebook Ads, Google Ads, PSP, donc les plateformes de paiement, par exemple Stripe ou PayPal, ou encore, si c'est un e-commerçant, la plateforme elle-même, Shopify, PrestaShop, WooCommerce. Voilà, donc on vient créer ces connecteurs, analyser cette donnée pour en fait prédire les revenus futurs et prendre la décision de financer l'entreprise. Aujourd'hui, Silver, c'est une aventure de 100 personnes avec des profils internationaux et plus de 300 clients que nous accompagnons dans leur croissance. Les projets pour demain sont vraiment le marché européen, en commençant par l'Allemagne et bien sûr toujours des nouveaux produits financiers que nous sommes en train de développer. Donc, mes conseils pour les entrepreneurs calédoniens. Pour la partie expérience, je sais très bien que ce n'est pas donné à tout le monde de pouvoir partir en France, en Australie ou encore moins en Amérique pour aller rejoindre des startups. Mais aujourd'hui, grâce au Covid entre autres, le fait de travailler en remote est devenu une monnaie courante. Les entreprises startups californiennes ou autres viennent piocher dans des pools de talents qui sont maintenant partout. Et en Calédonie, il est complètement possible de voir et de participer à ces aventures de l'intérieur en rejoignant l'une de ces startups. Un autre conseil qu'on oublie souvent, c'est la valeur du réseau. Le réseau, ça se travaille, ce sont des relations qu'on construit dans le temps avec des industriels qui travaillent dans le même domaine que vous, des anciens collègues, mais même parfois des angles complètement perpendiculaires qui n'ont rien à voir avec votre domaine de prédilection, mais qui vous font réfléchir à des solutions. Alors là, je parle pour un peu personnellement avec le côté engineering, donc on a la technique, on a la compétence pour construire. Après, c'est où est-ce qu'on applique ce savoir. Et alors, bien sûr, on peut faire de la technique pour de la technique, mais c'est en discutant avec des gens d'autres horizons, ça peut être des sujets de BTP, d'écologie, de biologie marine, et là, on vient complémenter en fait des besoins grâce à la technique. Ça, c'est un super moyen de se lancer dans l'entrepreneuriat. Voilà. Et mon troisième conseil, alors on parle souvent de chance, le bon timing, la chance. La chance, elle se provoque par le réseau et surtout par la résilience. Le fait qu'il faut pas abandonner. Pour une levée de fonds, même chez Silver, même avec 2 entrepreneurs qui avaient déjà montré un certain succès, c'est difficile. On s'est pris des portes, on a parlé à plus de 40 fonds d'investissement et ça c'est la réalité, c'est que en fait il y a un biais, on va parler de ceux qui réussissent et on ne parle pas de la difficulté et de tous ceux qui à côté ont raté, et donc il ne faut pas abandonner. Voilà, c'est à un moment il y a une porte et on saute, on se cogne et on recommence jusqu'à ce que ça passe. D'ailleurs vous pouvez vous dire combien d'années vous avez dans votre carrière et combien de temps il faut pour faire naître une idée, l'exécuter et se rendre compte que oui ou non, il y a une traction ou pas. Et là, ça vous donne le nombre d'entreprises que vous devriez être capable potentiellement de lancer dans les 10 prochaines années. Je vous souhaite un bel événement, de bonnes rencontres, c'est important, et la réussite de vos projets. N'hésitez pas à me contacter sur LinkedIn, je serai ravi d'échanger et d'entendre parler de vos aventures entrepreneuriales. J'ai eu la chance de faire une visio assez longue avec Grégory Tapero. C'est vraiment un entrepreneur passionnant. Je passais 1h30 jusqu'à minuit à l'écouter. Il a donc finalement partagé son expérience de primo-entrepreneur lorsqu'il était sur les bancs d'HEC et qu'il bricolait finalement cette plateforme de tutorat en ligne. Et on a bien compris, hein, il s'y est repris à plusieurs fois jusqu'à voir que la EdTech, que le marché arrivait. Et à un moment donné, son application s'est d'ailleurs envolée avec la période Covid. Et là, deuxième expérience, donc c'est l'entreprise Silver. Silver qui est vraiment une solution qui propose aux entreprises de e-commerce, de SAS finalement, de racheter un peu la dette, en tout cas de faire de l'avance de trésorerie. Donc c'est assez malin et là il a une équipe d'une centaine de personnes qui parlent tous anglais, qui viennent en tout cas des 4 coins du monde, m'a-t-il dit. Et là ses ambitions sont d'ouvrir le marché en Allemagne. Donc on voit quand même un entrepreneur qui a une vision, un cap et qui résume finalement aussi les actions entrepreneuriales avec 3 mots. Je ne sais pas si vous les avez retenus. People,
stratégie and cash. Et donc lui, il s'est orienté finalement sur le cash, mais d'autres vont aller chercher effectivement des axes de croissance sur les deux autres items. Alors, nous avons heureusement des entrepreneurs en chair et en os, et donc je vais appeler à me rejoindre Naïké Durand. Naïké Durand, qui est ingénieur en télécommunications, spécialisé en développement d'affaires. C'est l'associé de César, dont on parle depuis ce matin, César de Lille, et on a la chance d'avoir Naïké en vrai. Il va donc nous présenter l'entreprise Testéum, alors ne bouge pas, l'entreprise Testéum, dont tu es l'associé. Donc j'ai déjà tout prévu, ça arrive. Bonjour à tous. J'ai pas l'habitude du micro, donc vous m'excuserez. Hein. Voilà, Naïké, c'est à toi. Donc tu vas nous présenter effectivement ton histoire aussi, l'entreprise de l'entreprise Testéum et un peu où vous en êtes et vos perspectives. Exactement, un petit peu d'actualité. Je vais commencer par une question pour vous embêter un petit peu. Qui parmi vous a utilisé un smartphone depuis ce matin? Eh bien, là, et pas... Bon, c'est évidemment une question rhétorique. C'est pour vous sensibiliser à certains enjeux et en fait, ça ne défile pas. L'idée, c'est que le numérique, les applications et notamment les applications mobiles sont un marché énorme, soumis à une énorme concurrence du fait que il y a beaucoup d'applications qui font beaucoup de choses en commun et que les gens, à partir du moment où une application ne fonctionne pas correctement ou qu'ils ont trouvé une autre qui leur convient mieux, vont délaisser cette application. De ce fait, l'enjeu pour un créateur d'application est de faire des produits qui plaisent, qui fonctionnent bien et qui fonctionnent notamment sur tous les supports. Android, le Samsung d'Android, le Huawei avec cette version-là, Apple qui fait les gros titres en ce moment, avec de plus en plus de téléchargements. Je crois qu'il y a 230 milliards de téléchargements de nouvelles applications en 2021, donc c'est un marché énorme. Comment est-ce que les gens font pour s'assurer que leurs produits conviennent? Ils utilisent le test auprès d'utilisateurs, le test participatif notamment. L'idée de Testéum, c'est de mettre en contact directement les créateurs d'applications ou de sites web avec des testeurs qui sont rémunérés de manière éthique. J'y reviendrai. C'est la première plateforme, à notre connaissance, qui soit autogérée et qui propose ce service. Notre application, notre service est 10 fois plus rapide, 20 fois moins cher. Là, je vous parle comme si vous étiez des investisseurs. Ça viendra. Comment est-ce que c'est possible? En fait, tout simplement en innovant, en changeant radicalement du cadre classique. Classiquement, une société qui vous propose du test participatif, elle vous propose un service de consultant. Elle vous met dans les mains d'un test manager, souvent il s'appelle, qui va prendre votre besoin, dépioter votre site web ou votre application et vos attentes en termes de test. Okay, tout ça, ça prend 3 semaines. Ce consultant-là, il est payé à peu près 1 000 € ou 1 000 $ US, c'est presque la même chose en ce moment, la journée. Donc avant même de commencer effectivement vos tests, vous avez déjà sorti beaucoup d'argent. Okay, l'ambition de Testéum, c'est de faire plus rapide, moins cher, plus abordable, avec la même qualité à la sortie. Comment est-ce qu'on fait? On automatise. Donc la partie consultant, qui est en fait quelque part une vraie valeur ajoutée, a le bon goût d'être automatisable. En tout cas, c'est le pari qu'on a fait. Et donc toute cette intelligence-là, on l'a déportée dans une plateforme qu'on appelle pudiquement Testéum et qui donc met en relation avec les testeurs. Ça nous permet également, et encore une fois j'y reviendrai, dans une minute, de payer correctement nos testeurs. Aujourd'hui, alors le slide est un petit peu vieux, il a 1 mois. Donc, il y a plus de testeurs que ça, on a 900 testeurs répartis dans 60 pays. Je vous prie de m'excuser, c'était un vieux slide. On paye nos testeurs correctement. Alors,
le pari de Testéum, c'est aussi de faire quelque chose d'éthique. En revoyant la distribution de la valeur, on s'est dit on peut sortir un modèle rentable tout en payant nos testeurs de manière éthique. Nos testeurs, ils sont payés sur la base d'un SMIC horaire. Ça a l'air de rien comme ça. Il faut savoir que classiquement, un testeur, dans un panel de testeurs sur du logiciel, il va être payé 2 € s'il est le premier à trouver un bug. Donc classiquement, que font les testeurs? Ils foncent, ils essaient de faire un maximum de rapports d'anomalies qui ne sont pas forcément justifiés, dans l'espoir, 3 semaines plus tard, de toucher 2 € éventuellement, fois le nombre de rapports d'anomalies qu'ils ont fait. Donc en termes de qualité, du point de vue du client, c'est une catastrophe. Donc la philosophie derrière Testéum, c'est d'adresser le premier objectif de développement durable de l'ONU, en tout cas de participer modestement, qui est la lutte contre la pauvreté, en proposant finalement un revenu complémentaire à tout un chacun qui sait lire, écrire et qui a une connexion Internet. Donc on n'adresse pas effectivement 100% de la population, mais c'est quand même une part croissante de la population mondiale. Tout en étant compétitif. Ok ? Je parlais du travail avec le consultant tout à l'heure. Durée d'exécution entre le moment où vous prenez contact avec la société et le moment où vous avez vos rapports de test finalisés, à peu près 3 semaines. Les testeurs sont pas très bien payés, je vous l'ai dit. Et donc, pour le client, ça coûte aussi pas mal d'argent, puisqu'on est vraiment sur du service rendu par la matière grise avec forte valeur ajoutée. Quand toute cette intelligence-là est déportée sur la plateforme pour Testéum, la valeur est plus ou moins basculée sur les testeurs. Et ça, on peut se permettre d'être très très abordable pour les clients. Donc l'ambition également, c'est de démocratiser finalement ce type de service. En le rendant abordable, on a eu un client qui était en fait quelqu'un qui était dans son garage, qui avait fait l'équivalent d'un MATLAB dans son garage, et il a pu se permettre de se payer les services de Testéum. C'est inimaginable en temps normal. L'histoire un peu, les accomplissements. Alors c'est pas tellement pour s'auto-congratuler, mais plutôt pour souligner, on parlait beaucoup d'écosystèmes depuis ce matin, c'est très très vrai. Ok ? Testéum, on ne serait pas là s'il n'y avait pas eu un écosystème pour localement et internationalement pour l'accompagner. Ok ? C'est parti du prototypage, soutien en recherche et développement par BPI France notamment. C'était un appel à projet qui était porté par la province. Il y a eu également un accompagnement. On a cité l'incubateur, le pôle innovation de la Décale. Testéum a bénéficié de cet accompagnement-là, qui était précieux, notamment dans des temps où on se posait énormément de questions sur est-ce que notre idée a finalement une chance de plaire, de démontrer à terme une traction, parce que c'est ça l'enjeu. Ok ? On a eu des partenaires qui dans le cadre du prototype, ont testé l'offre et nous ont encouragés à persévérer. Et puis, évidemment, ça se passe aussi au niveau de la communauté des testeurs qui croient en ce service-là et qui croient surtout, qui adoptent la philosophie derrière Testéum. Donc ça, c'est plutôt 2021. On a discuté avec ce que j'appelle des grands comptes, donc typiquement La Redoute, qui est un géant du e-commerce, comme vous le savez sans doute, qui nous a aidé à repenser aussi le produit, le service. Je crois qu'on a entendu dans une vidéo, la première vidéo, on ne fait jamais bon du premier coup. C'est exactement ça. Testéum en V1, il y avait des avantages, des qualités. Il y avait aussi des choses à revoir. C'est sur quoi on travaille aujourd'hui. Il y a aussi une notion d'étude de marché, bien entendu. Marché australien, européen et nord-américain. Donc on a fait mener 3 études de marché.
Et puis, évidemment, le vrai déclencheur, le vrai accélérateur, c'est aussi le succès de la levée de fonds. Okay, encore une fois, grâce à des partenaires comme Invest in Pacific, qui sont présents là. Je vous remercie de votre présence, Monsieur Germont. Et un cadre institutionnel aussi qui permet ce type d'opération grâce aux collectivités. Ça nous permet donc d'afficher une roadmap. Alors celle-là, elle est un peu plus fraîche que les 41 pays de tout à l'heure. Lancement d'activité en Australie. C'est tout frais. C'est semaine dernière, on a embauché 3 commerciaux qui vont en fait commencer à démarcher activement les entreprises en Australie. Pourquoi en Australie? C'est un grand marché, tout près d'ici. Localement, on a des clients qui nous font confiance, on les remercie. Simplement, la taille du marché sur une approche massive comme Testeum, on fait du pas cher au volume. On est obligé d'aller chercher des grands marchés également. Sur ce périmètre-là, on espère démontrer qu'on peut être à l'équilibre en 18 à 24 mois pour ensuite adresser de nouveaux marché. Donc l'enjeu, effectivement, c'est, on parlait de démontrer la traction, on est en plein dedans. Okay, on a revu notre copie sur un certain nombre de choses, on approche un marché considérable et on espère pouvoir démontrer des choses par rapport à ça. Bon, celui-là, je vous l'ai spoilé, hein, c'est donc Australie et à terme Amérique du Nord et l'Europe. Testeum, c'est aussi une équipe. Je ne représente pas César pour la 4e fois ce matin, je pense que tout le monde a compris. Alors, pour être très exact, il est dans l'avion, là, précisément, en ce moment. Il va donc sur Paris pour représenter la candidature de Testeum dans le cadre de French Tech Rise. Moi-même, j'ai joint l'équipe il y a maintenant un petit moment. L'équipe, il y a aussi Jordan Allemand, qui est notre CTO, notre référent technique, qui a développé la plateforme de A à Z. Donc, il a une connaissance très fine des mécanismes. Et Zoé Tivet, je parlais de communauté des testeurs tout à l'heure, parce que c'est une communauté, il faut l'animer, il faut la dynamiser. Il faut parfois des nouveaux testeurs aussi, puisqu'on suit aussi les demandes de nos clients. Et toutes ces missions-là, outre l'expertise énorme en testing, ces missions-là sont assurées par Zoé. Je crois que j'en ai fini et je vous remercie. Merci Nike pour la présentation effectivement de cette entreprise, on voit qui ouvre son marché et donc qui a été créée en 2019, hein, c'est bien ça? Le projet date de 2019, oui. L'incorporation de 2021. Et donc, vous avez déjà, si mes sources sont bonnes, déjà annoncé une levée de fonds de 216 millions de francs CFP en financement participatif. Alors, c'était l'ambition. C'était l'ambition. C'était un scénario parmi d'autres. Finalement, on a atterri à 55 millions, ce qui nous permet donc de lancer l'activité. Ce qui est déjà, oui, on est très fiers de ça. Ça nous permet de lancer l'activité en Australie. Alors, je vais laisser la parole à nos participants pour des questions. J'en profite d'avoir le micro pour lancer peut-être une première. Tu nous as parlé en fait de 900 testeurs dans 60 pays. C'est quand même colossal. Comment vous les recrutez en fait, ces testeurs? Ça se passe essentiellement par les réseaux sociaux. Le deuxième canal d'acquisition qui est important, je mentionnais Zoé tout à l'heure. Zoé, je suis passé un petit peu vite, j'ai dit que c'était une experte du testing, mais c'est pas que une experte du testing, c'est aussi la personne qui anime le blog sur le sujet francophone qui est le plus suivi. Elle a quelque chose comme 10 ou 11 000 lecteurs réguliers sur ce blog-là, qui sont des passionnés du test et qui sont pour partie des testeurs professionnels ou occasionnels. Donc on en recrute énormément par ce biais-là également. Bien. Y a-t-il une question dans la salle? Oui.
Maruru Naikean pour cette présentation. Moi, j'avais deux questions. La première, c'est par rapport donc à votre déploiement. C'est quoi les prochains gros jalons et en termes de dates, si tu avais des dates, est-ce que tu es sur 3, 4, 5, voire plus d'années en termes de développement, de déploiement? Et du coup, parce que j'entendais la question et ta réponse sur la levée de fonds, qu'est-ce qui fait que de 216, on passe à 55 millions? Alors, c'est le contexte, on s'adapte en fait. Il faut savoir que c'était la première opération de ce genre, en tout cas en participatif localement, qui concernait une start-up. Donc en fait, on n'avait aucun point de référence. Okay, donc les 216 millions, c'était l'approche quelque part un petit peu idéale. Il se trouve que c'est malheureusement pas comme ça que ça s'est passé, c'est pas plus mal. J'ai adossé un business plan derrière cette levée à 55 millions. J'ai 12 versions du business plan qui existent en fait. Pourquoi? Parce que en fonction des hypothèses, en fonction de la sensibilité de l'interlocuteur, okay, un investisseur néo-zélandais et un investisseur à Singapour vont pas forcément vouloir la même approche, même si la colonne vertébrale et la stratégie restent la même. L'approche point par point est pas forcément tout à fait la même. Voilà. Donc un gros travail derrière à chaque fois, quoi. Hein. C'est ça que ça signifie. Je ne te le fais pas dire. Oui, est-ce que tu peux te présenter, Franck? Oui, tu t'es... Bonjour, Franck de la French Tech NZ. Je suis très intéressé par ce que vous avez fait. J'étais en effet en conversation il y a très longtemps avec César au tout début des échanges qu'on avait avec la région. C'est super de voir où vous en êtes. Franchement, félicitations. Merci. Je suis intéressé par rapport à notre écosystème, nous de la French Tech NZ, notamment par rapport à des structures comme la vôtre, et notamment le cash, l'investissement, comment on pitch à des investisseurs néo-zélandais. C'est vrai que nous, on s'inscrit on est un petit peu différent, un petit peu hybride, puisqu'on est néo-zélandais, on a 25 startups néo-zélandaises fondées par des Français francophones, qui eux-mêmes doivent pitcher, mais je serais très intéressé un peu d'avoir ta version un petit peu du pitch, comme tu viens de le mentionner, à des investisseurs néo-zélandais. Comment ça se passe? Comment ça s'est fait? Est-ce que ça a été facile? Des questions un petit peu, vraiment de curiosité. Okay. C'est peut-être Franck finalement qui va te renseigner là-dessus, non? Est-ce que tu ouais, en fait, j'allais presque te retourner la question, Franck. On a travaillé, on est en cours d'approche en fait d'investisseurs néo-zélandais. Pourquoi on affiche cette volonté de Nouvelle-Zélande? Parce qu'on lance en Australie, on pense que naturellement, en fait, vu les passerelles qu'il y a entre l'Australie et la Nouvelle-Zélande, ça serait naturel de s'intéresser à ce marché-là. J'ai pas d'études de marché aujourd'hui. En revanche, je travaille notamment avec PTI, Pacific Trade and Invest, tu vois, qui s'occupe justement d'un volet mise en relation avec des investisseurs pour à terme pouvoir effectivement faire le numéro de claquette devant des investisseurs potentiels en Nouvelle-Zélande. Ben voilà, il t'a répondu numéro de claquette et là ça marche. Alors dernière question, après je voudrais vous autoriser une petite pause avant d'enchaîner la deuxième partie de matinée. Donc Nicolas. Bonjour Nike, merci pour la présentation. Nicolas Guillemot, donc société Neofly. J'avais une petite question sur le financement. Tu parlais là du montant donc, de la levée de fonds, la dernière levée de fonds, 55 millions. Une équipe de 4 personnes, bientôt 6. Je pense que sur 2-3 ans, il faut plus que ça. Alors c'est peut-être une question confidentielle, tu ne voudras peut-être pas répondre, mais est-ce que tu as un ordre de grandeur du budget global pour en arriver là aujourd'hui? Alors sans parler de la répartition entre les différents types de financement, mais voilà, combien pour en arriver là où vous en êtes aujourd'hui, jusqu'à cette dernière levée de fonds? Donc au-delà du financement participatif, tu oui, veux voilà, dire, le budget global. total, voilà, combien il a fallu en fait mobiliser pour en arriver là? Alors pour toi, il y a eu de gros investissements en amont effectivement sur la plateforme. Hein. Testium, c'est un an et des brouettes de recherche et de développement avant même d'avoir le premier prototype, okay, sur les modèles statistiques, pour prouver que oui, on peut traiter automatiquement les retours des testeurs et en faire quelque chose de qualitatif. Okay, donc un an et quelques de R&D plus des investissements divers et variés. Au-delà du financement participatif, il y a quelque chose comme 30 millions, je dirais, CFP d'investis au niveau projet. Voilà. Je triche un peu quand je présente l'équipe, c'est que Jordan et Zoé sont pas en temps plein. C'est évidemment des éléments très importants de l'équipe, mais ils sont pas en temps plein sur Tester.
Allez, le mot de la fin avant la pause, Christopher. Oui, très rapidement, enfin, nous on est très contents de soutenir Testéum sur différents points. Je tenais à saluer aussi Ercalin, enfin, qui nous a permis d'envoyer Testéum au Salon de l'Innovation, enfin au prix Innovation Outre-mer et qui nous soutient, le directeur général est dans la salle, sur les différents envois de start-up un peu partout. Et si on n'avait pas Ercalin qui nous soutenait, ça nous obligerait à mettre davantage de subventions et donc d'avoir la compagnie locale qui nous soutient est un élément important pour le développement de la tech. Bonne remarque, merci de corriger mon oubli, Christophe. Merci beaucoup. Je vais vous proposer d'aller prendre un petit café et de se retrouver à 10h30, s'il vous plaît, pour la suite de la matinée.